Norel Bawab, bonjour, bienvenue sur Grand Angle Crypto. Donc bonjour. Là, ça se voit pas des masses, mais on est à Bangui, donc en République centrafricaine. Oui. Et ben, on fait partie de la délégation qui a rencontré le président et on a passé 3 jours à serrer des mains et à discuter Bitcoin et à installer des Lightning Network, des wallets. Explique-nous qui tu es. Tu travailles chez Galoy. Qu'est-ce que c'est que Galoy? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Est-ce que ça a un rapport avec Nicolas Burtet par hasard? Explique-nous un peu. Oui. Donc mon nom c'est Norel Bawab. Tu l'as bien prononcé. Je suis impressionnée. J'ai répété. Ouais, c'est bien. C'est bien. Je suis la directrice de partenariat chez Galoy. Ça veut dire un peu de tout et n'importe quoi. Ça fait partie du travail que je fais ici, notamment. Je me suis rejoint à Galoy officiellement après avoir organisé ou co-organisé Adopting Bitcoin l'année dernière au Salvador. Alors, Adopting Bitcoin? Oui, Adopting Bitcoin. Qu'est-ce que c'est Adopting Bitcoin? Ah, qu'est-ce que c'est? C'est une conférence en fait que Galoy avait décidé d'organiser l'année dernière suite à une rencontre avec une banque au Salvador. Donc ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment énormément de travail à faire, d'éducation, d'accompagnement des bitcoiners aux Salvadoriens, surtout les hommes d'affaires, etc. Donc ils ont décidé d'organiser cet événement-là. Et je me suis rejoint à l'équipe justement pour être sur place au Salvador. Donc j'ai quitté le Canada en espace d'une semaine. Tu es canadienne. Pas encore. En fait, je suis résidente canadienne, mais j'ai pas la nationalité canadienne. Mais je suis un peu citoyenne du monde. Je suis un peu citoyenne du monde. Donc ouais. Donc ça c'est mon travail principal en ce moment. Je me concentre principalement à organiser la prochaine édition d'Adopting Bitcoin qui va être le 15 au 17 novembre de cette année. Encore une fois au Salvador, on essaye de solidifier un peu les bases de cet événement avant de voir qu'est-ce qu'on en fait après par la suite. Mais à la base, au début, la première édition, c'était supposé être juste une édition. Et là, c'est devenu un événement annuel qu'on va organiser. C'est principalement concentré sur le Lightning parce que justement, le Lightning, c'est l'outil qui facilite l'adoption du Bitcoin. Alors, on va en parler. Qu'est-ce que fait Galoy? Comment ça s'est créé? Qu'est-ce que Nicolas Burtet a à voir là-dedans? Et qu'est-ce que tu fais, toi? Voilà. Galoy, l'histoire de Galoy est en fait assez intéressante. C'est Nicolas qui cherchait un endroit où tester son concept. Il avait une théorie qui, dans sa tête, c'était ça va pas être les États-Unis, l'Europe ou des pays développés avec des systèmes de paiement déjà établis qui vont être les premiers à adopter le Bitcoin comme monnaie officielle ou comme monnaie tout court. Et il a commencé à faire ses recherches. Là, il a pris d'un petit projet qui s'appelle Bitcoin Beach à El Zante, au Salvador. Donc, il a déménagé là-bas en 2020. Il s'est installé là-bas pour mieux comprendre leurs besoins, en fait, et développer un portefeuille spécifique pour El Zante. Et de là, c'est parti l'aventure Galoy. Galoy, ce qu'on fait principalement, c'est on aide toute institution, gouvernement, entreprises, etc., à développer leur propre portefeuille ou ce qu'on aime appeler une banque Bitcoin. Donc, c'est une banque Bitcoin avec différents comptes, etc., où les gens peuvent échanger de l'argent en Bitcoin. Donc, voilà. Ça veut dire quoi, Galoy? Galoy, en fait, ça veue dire gaulois. Donc le nom est inspiré, Nicolas est mordu de BD, donc il aimait bien le concept des Gaulois, et les Gaulois c'était des communautés assez autonomes avec des réseaux assez sophistiqués d'échange, et le nom a été inspiré principalement par ça. C'est un peu le concept des citadelles qui existait avant en France, et ça c'est le nom, d'où vient le nom de l'entreprise en fait. Alors, les gens connaissent Bitcoin Beach Wallet. Et s'ils ne connaissent pas, ils comprennent parce que c'est un wallet Lightning. Oui. Donc, du coup, ça sert à s'échanger des Satoshi. Ouais. Mais qu'est-ce qui va plus loin dans le projet quand tu dis une banque et on peut venir échanger? Qu'est-ce qu'il y a de plus que le wallet qu'on connaît moins bien, qui est moins de façade? Ouais. En fait, il faut prendre en contexte où cette wallet-là ou ce portefeuille-là s'est développé. C'est à El Zante, dans une population
qui n'a pas forcément accès à tous les outils technologiques ou tous les moyens pour s'acheter les outils technologiques pour sauvegarder leur Bitcoin de la même manière que nous, on le fait, par exemple. Et donc, l'idée d'une banque communautaire a émergé dans le sens où les gens n'ont pas forcément besoin pour le moment, tant qu'ils n'ont pas des grandes sommes d'argent, ils peuvent utiliser un wallet qui n'est pas custodial, qui est shared custody. Donc, c'est une custody qui est partagée dans le background et ils peuvent échanger entre eux tout en sachant que les gens qui gardent les clés, c'est des personnes de confiance de la communauté qui connaissent, c'est des personnes avec qui ils peuvent échanger, etc. Donc, je vais acheter des bitcoins. Au lieu de les mettre sur mon wallet, je les mets dans la banque communautaire, exactement. Et ça devient comme ton compte de tous les jours. Compte courant. Ouais, c'est ça, un compte courant qu'on utilise pour se faire payer, pour acheter des choses. Et comment ils dépensent? Le wallet est connecté à ce compte communautaire? C'est ça. Donc, l'argent est gardé dans la banque. Et l'interface, c'est du Lightning, c'est les gens qui échangent entre l'argent, c'est la clé en fait qui est gardée dans la banque. Ouais. Et comment tu fais pour dépenser ton argent si t'as pas la clé privée? Il y a une somme de l'argent qui est gardée dans le multisig. Et il y aura éventuellement. C'est ça. Il y a un multisig en arrière. Et donc, les gens gardent leur argent là-dedans. Et il y a un multisig en arrière qui est géré par Spectre Wallet. Et les gens, c'est leur argent qui reste dans leur profil, en fait. Et il y a tout un système de gestion en back-end qui aide les administrateurs à gérer tout ça. Donc, ils ont une fraction de leur argent qui est disponible tout le temps, j'imagine, avec leur wallet Non, Bitcoin Beach? Non, c'est leur argent qui est disponible en tout temps. Après, ce qui se passe en arrière, je te dirais par exemple, plus à Nicolas, il aura probablement des meilleures réponses à te donner. En tout cas, ça c'est pour éviter d'avoir à conserver sa clé privée. Exactement. Parce que c'est un stress. Exactement. C'est un stress, il y a plein d'éléments, puis pas tout le monde peut se permettre, en fait, au moins pas initialement. C'est quand tu es en train de stacker tes sats, avec les montants que tu utilises, exactement. La moyenne des échanges ou des transactions qui se passent sur cette wallet-là en particulier, ils ne sont pas énormes. Donc, on s'entend que les gens, ils cotisent un peu, mais après, ils en ont besoin pour leur utilisation de tous les jours. C'est vrai qu'ils épargnent aussi en Bitcoin, mais ça reste une wallet pour l'utilisation pour la création de l'économie circulaire, en fait. Et toi, alors, ta mission chez Galoy? Ma mission chez Galoy, c'est... Tu es employé chez Galoy? Oui, je suis employé chez Galoy. Tu es associé à des parts ou que employé? Oui, ouais, j'ai des petites parts d'employés, je ne me rappelle plus tout combien, bref. Oui, mais j'ai des petites parts chez Galoy. Je me suis rejoint officiellement à l'équipe en décembre l'année dernière, 2021. Mon rôle comme directrice de partenariat, c'est justement de connecter Galoy en fait à des opportunités soit de vente du produit en tant que tel ou des collaborations intéressantes. Donc, par exemple, là, on est en train de travailler sur une intégration avec SeedSigner. Avec quoi? SeedSigner. C'est quoi ça, SeedSigner? SeedSigner, c'est un signing device. C'est un hardware, tu peux dire que c'est un hardware wallet, c'est l'équivalent d'un hardware wallet. C'est comme une ledger, quoi. C'est ça, c'est comme une ledger, mais l'avantage de SeedSigner, c'est que une fois que c'est débranché de l'énergie ou de l'électricité, ça oublie tout. Ça retient pas tes mots, donc tu dois les remettre à chaque fois. Ce que ça représente, c'est un avantage à de remettre ces 24 mots à chaque fois que... parce que plusieurs personnes peuvent utiliser un seul device. Et tu n'as pas besoin de... Ouais. Donc, pour une communauté, c'est assez intéressant parce que plusieurs membres de la communauté n'ont besoin qu'un... tu débranches, tu rebranches, tu saisis. Exactement. Par contre, c'est un peu rapide, j'imagine, pour saisir les 24 mots. Mais ce qui est intéressant, ce qu'ils ont fait, c'est que tu peux aussi créer un QR à la base de tes 24 mots
que tu as juste à scanner. Ah, le Au lieu QR de code, remettre, tu scannes c'est ton ça. QR code. Exactement. Par contre, en termes de confidentialité, tu te balades avec ton QR code dans ta poche, quoi. Pourquoi? Non, je sais pas, pour se connecter, il faut bien l'avoir sous la main, le QR code. Bah, non, en fait, non. L'intégration, ça, c'est encore nouveau parce qu'ils viennent de soumettre leur request, mais le feature request, mais ce qu'on propose, en fait, c'est que ça soit... Il y a le compte courant, puis la compte épargne, puis la compte épargne, c'est le hardware, puis le compte courant, c'est le Lightning. Et comme ça, les gens commencent à de plus en plus comprendre les fonctionnalités du Bitcoin. Donc là, ils ont compris que c'est de l'argent. Ils l'utilisent de manière régulière, principalement à Elizonte, mais on a aussi un autre portefeuille qui s'appelle Bitcoin Jungle au Costa Rica. Il y en a un autre qui se développe au Panama, 2 en Afrique. Et je pense que ça fait le tour. Mais donc c'est ça. Donc ça aide les gens à mieux distinguer en fait que tu as ton Lightning, mais tu vas pas garder 10 000 $ là-dedans. Donc tu devrais avoir une autre manière de sauvegarder ton argent. Puis la meilleure manière de faire ça, c'est du cold storage. Et puis le seed signer, ça pourrait être la meilleure intégration, la plus facile en fait à faire. Donc toi, ta mission, c'est de nouer des nouveaux partenariats, d'ouvrir des pays, quoi. Exactement. Donc, ouvrir des pays, nouer des partenariats, être connecté à l'écosystème Bitcoin de manière générale. Donc, garder un œil sur tout ce qui se développe, sur les nouvelles entreprises, puis voir s'il y a des opportunités de potentiel d'intégration. Donc si ça en fait une partie. Une autre partie, ça pourrait être aussi de garder un œil sur toutes les nouvelles communautés qui se développent de Bitcoin. Et puis nouer des liens avec eux et essayer de les aider. Alors justement, en rapide, quel a été le rôle dans l'adoption de Bitcoin au Salvador de Galoy? Quel est le lien entre l'initiative de Nicolas et de la vôtre, en fait, de vous tous, et l'adoption comme monnaie légale au Salvador? Est-ce que c'est un hasard ou... En fait, il a eu du bol. Il y a un peu des... En fait... c'est principalement Nicolas qui a décidé d'aller s'installer au Salvador, à Elizonte principalement en 2020. C'était quand même un peu plus qu'un an avant l'adoption du Bitcoin, au moins l'annonce de Bukele à Miami 2021. En fait, ce qui s'est passé, en fait, c'est que la wallet a tellement bien marché à Elizonte que ça a effectivement créé l'économie circulaire là-bas. Et c'était même si c'était peut-être une expérimentation, ou du moins, ça a facilité la compréhension des gens, ou ça a facilité en fait l'information qu'on peut donner aux Bitcoiners pour comprendre ce que ces gens-là ont besoin. C'est une partie. Et puis l'autre partie, c'est sûr que Bukele avait déjà tweeté en 2017 que s'il devenait président, il allait adopter Bitcoin, mais c'est sûr qu'il n'aurait pas eu l'audace de le faire, ou il l'aurait pas fait aussi rapidement dans son parcours présidentiel s'il n'avait pas l'exemple de Elizonte déjà établi. Donc c'est sûr que le travail que Nicolas a fait à Elizonte a donné beaucoup de bons arguments pour que le gouvernement puisse prendre sa décision d'adopter Bitcoin comme monnaie légale. Il l'a cité souvent, Elizonte, Nayib Bukele? Oui, quand même. Il en parle souvent dans les rencontres, dans toutes les rencontres qu'on fait, que le gouvernement, quand ils reçoivent des gens qui veulent comprendre l'expérience du Salvador avec le Bitcoin, c'est sûr que le premier endroit, c'est le Mecca, quoi. C'est pour ça qu'il y a eu la réunion des banques centrales. Exactement. Ça s'est passé. C'est à San Salvador et principalement aussi à Elizonte. Ouais. Mais c'était pas un événement Bitcoin, hein. C'était... c'est devenu. C'était un événement d'inclusion financière. Dont le Bitcoin. Dont le Bitcoin. Bah oui, parce que c'est un outil d'inclusion financière. Et en fait, oui, donc il y avait 44 banques centrales, aux représentants de banques centrales à El Salvador la semaine dernière. Et c'était organisé par un organisme qui s'appelle l'Alliance. La date, c'était quoi? Parce que la semaine dernière, dans 2 ans, on va plus savoir. La date, c'est... La date exacte, je me rappelle plus, on est quel jour là? On est le 27 mai 2022. Le 27 mai 2022. Donc c'était...
Autour du 20, quoi. 20, 19, c'était 18, ouais. Ouais, 18 mai 2022, voilà. Ouais, c'est ça. 18 mai 2022. Donc, il y avait 44 banques à San Salvador et elles ont été le 18 mai, la semaine du 18 mai 2022. Ils ont passé 4 jours à El Salvador de manière générale, 3 jours à San Salvador et une journée entière à El Zante. Et oui, en effet, c'était un événement qui était organisé par l'Alliance de l'inclusion financière. C'est une alliance qui a été créée il y a quelques années par à peu près une centaine de pays où ils discutent justement du futur du finance et comment s'assurer de l'inclusion financière. Ils ont beaucoup d'événements, beaucoup de tables rondes, de discussions sur les monnaies digitales, sur les CBDC, sur les exemples qui existent autour du monde où ils ont réussi à exécuter de l'inclusion financière. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Mais El Salvador a été un succès assez important qui les a poussés en fait à faire une rencontre importante pour leur alliance à El Salvador, alors que ça faisait 2 ans qu'ils ne se sont pas rencontrés. Et ils ont choisi El Salvador à cause du Bitcoin, à cause de l'expérience qu'ils sont en train de vivre en ce moment, du changement qu'ils sont en train de vivre, puis surtout les améliorations importantes qui se passent dans le pays, donc 10% d'augmentation du PIB, 30% d'augmentation du tourisme, etc. Donc il y a beaucoup de retombées positives du Bitcoin qui sont assez palpables sur le terrain. Et c'était intéressant parce qu'on a passé... on a fait une présentation rapide, Nicolas et Roman Chimbera. Ils ont fait une présentation de 30 minutes. C'était la présentation où il y avait le plus de questions. Et c'était vraiment drôle parce que la première question était... je vais la dire en anglais, mais je ne sais pas si tu pourras m'aider à la traduire en français. Mais littéralement, la première question était How do we continue our expansionary policies if the quantity of Bitcoin is limited? Ah, c'est mignon ça. Comment est-ce qu'on peut continuer à avoir une politique monétaire expansionniste si la quantité de Bitcoin est limitée? Exactement. Donc comment on peut continuer à imprimer de l'argent s'il y a une quantité limitée de Bitcoin? Et à quoi tu réponds ça? Et comment tu réponds à ça? Ils disent en fait... j'ai trouvé la réponse de Nicolas assez diplomatique et était excellente en fait. Il était tu peux pas. Non. Mais non, tu arrêtes. Ce que tu pourrais faire, ce que tu devrais faire, c'est d'inclure le Bitcoin dans ta trésorerie, dans ton reserve. Et c'était une réponse excellente. Mais... Et elle l'a pris comment? Ou il l'a pris comment, le gars? Il l'a pris très bien. D'accord. Mais ils l'ont tous, à la fin... Je pense que à la fin... On les a tous aidés à downloader une wallet. C'est pas forcément Bitcoin Beach, mais on les a aidés à downloader un portefeuille. Et on leur a donné une quantité de satoshis pour qu'ils puissent comprendre comment ça fonctionne. Puis... Parce que le côté pratique est quand même assez important. Une fois que tu l'as pratiqué, une fois que tu as envoyé de l'argent et que tu as reçu de l'argent, c'est bon, le mystère est un peu résolu. Parce que tout d'un coup, tu commences à réfléchir à tous les mensonges que tu as entendus, genre c'est lent, ça prend du temps, etc. Et là, instantanément, tu reçois l'argent que tu es censé recevoir et c'est assez révélateur. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans les banques centrales qu'il y avait là-bas, il n'y avait pas la Fed, il n'y avait pas la BCE, il n'y avait pas la Bank of Japan, il n'y avait pas la Bank of England. En fait, toutes les banques centrales qui étaient là, c'est essentiellement des pays rejetés par l'organisme financier mondial dominant. Exactement. Donc, ils reçoivent pas le message de la même façon. Quand on leur dit ça va vous permettre de vous détacher du dollar, par exemple, eux, ils font « Ah !» Ça leur parle. Oui, et ça... C'est pas les mêmes banquiers centraux que... voilà. Ouais. Et c'est assez intéressant ce que tu dis, parce que ça se voyait qu'il y en a certains qui étaient plus contrôlés que d'autres, qui étaient comme... Ah non, je peux pas l'utiliser. J'ai pas le droit de jouer avec. J'ai pas le droit de jouer avec. Mais... Je peux toucher. Exactement. Mais à la fin du compte,
tout le monde a bien compris le message que de ce que ça représente. Et bien sûr, avoir un deuxième pays qui adopte le Bitcoin en si peu de temps après le Salvador, c'est quand même assez impressionnant. Et surtout un pays comme la Centrafrique, que je t'avouerai, je connaissais pas il y a 3 semaines. Voilà. Non, je connaissais pas il y a 3 semaines. J'ai dû aller googler c'est où, comment, c'est quoi la capitale, avoir plus d'informations. Puis j'ai passé les 3 semaines avant de venir ici à vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe ici et pourquoi c'est le deuxième pays le plus pauvre au monde. Et en arrivant, ça ne faisait absolument aucun sens dans ma tête que ça soit le deuxième pays le plus pauvre, parce que tu ne vois que de la richesse en atterrissant. Tu ne vois que de la richesse. T'as atterri où? Parce que moi, j'ai atterri... Non, mais je veux dire en termes de naturel, de la richesse naturelle. Ah oui. C'est une terre absolument fertile. Ouais. C'est beau. Il y a un potentiel de tourisme, il y a un potentiel de développement, d'agriculture. C'est magnifique. Mais une fois que tu atterris, c'est toute une autre histoire. Et là, tu comprends pourquoi c'est pauvre. Exactement. Une fois que tu es sur le terrain, tu comprends pourquoi c'est aussi pauvre, pourquoi... oui et non, parce que je sais pas pour toi, mais moi, j'ai jamais vu autant d'avions des Nations Unies, de World Food Programme, de tous les organismes possibles imaginables dont on entend parler théoriquement sur la télé. Là, ils sont sur le terrain, les casques bleus, etc. C'est assez fou. Puis tu te demandes pourquoi... moi, je me suis demandé comment ça se fait que tous ces organismes-là sont là. Et ça fait apparemment des années qu'ils sont là. Et pourtant, rien ne change. Au contraire, c'est un peu comme les banques centrales dans les pays où il y a des problèmes de monnaie. On se dit, mais c'est bizarre, pourtant, il y a plein de gens à la banque centrale. Exactement. C'est quand même fou. J'ai fait une interview avec Yamb. Je prononce pas son nom parce que si je vais mal le prononcer. Mais du coup, je mets la vignette parce que justement, lui, il connaît. Nous, on est des gros ploucs. En fait, ça fait 3 semaines qu'on a regardé. Exactement. Et on a la chance d'être invité par le CES et avec la coopération du président. Ouais. Donc, et avec Yamb, justement, il a pu expliquer tout ce qu'on voit et qu'on comprend pas, en fait. Ouais. Donc, voilà. Mais du coup, toi, comment tu vois le rôle de Bitcoin dans un pays comme celui-là? Comment, quand tu arrives là et tu te dis il n'y a pas grand-chose, pour pas dire rien, comment tu te dis, c'est quoi le terreau de base dans lequel on plante, quoi? Comment, par quel bout on prend l'animal, quoi? Ouais, c'est une bonne question parce que, de un, il y a énormément de travail à faire en termes de mining, étant donné que il y a pratiquement pas d'énergie ici. Je suis pas la meilleure personne pour en parler, mais c'est sûr que c'est une opportunité pour eux d'investir ou de moins faciliter le mining dans le pays pour financer des centrales d'électricité, d'énergie pour alimenter le pays, parce qu'il y a juste pas d'électricité ici. Ouais, en fait, le sujet, c'est qu'il y a 40 mégawatts d'électricité. Ouais. Donc, par rapport, si on ramène ça par tête à la France, c'est 300 fois moins. Donc, vous prenez votre facture d'électricité, vous la divisez par 300 et vous dites qu'est-ce que je laisse fonctionner, sachant que j'en ai 300 fois moins. Exactement. C'est monstrueux. C'est énorme. En fait, ils ont rien. Et ce que Seb est en train de voir et ce qu'on est en train de voir avec CleanSat Mining, la boîte qu'on est en train de monter avec Seb, c'est comment est-ce que ce serait possible de financer des barrages ou des infrastructures de production grâce au mining. Mais là, on est sur du 20 ans. Hein. Enfin, il y a un chantier de... Ouais. Puis l'autre chose qui peut être fait assez rapidement, en fait, c'est probablement la création d'une économie circulaire ici. Parce que... Explique. Ouais. Donc, si on introduit un portefeuille ici, puis les gens commencent à utiliser Bitcoin à la place d'une monnaie qui sert à rien, ou une monnaie, pas qui sert à rien, ça a servi pendant très longtemps, c'est quelque chose qui les soutient depuis longtemps. Donc, mais si on les encourage à utiliser une monnaie qui n'est pas inflationnaire, qui est déflationnaire, ça va probablement, pas rapidement, mais éventuellement
changer la vie, la vision des gens sur ce qu'ils peuvent faire de leur vie et de leur avenir. Et je pense pour moi, ça va être le changement le plus important parce qu'il y a beaucoup de jeunes ici, super bien éduqués, que j'ai rencontrés, et ils ont le potentiel de création, de créativité assez énorme, et il suffit juste de leur donner le moyen pour débloquer cette énergie-là. Et une fois que tu leur donnes un outil comme Bitcoin, je peux juste imaginer ce qui pourrait se passer dans ce pays. Donc, ça va être assez intéressant. Et l'économie circulaire, en fait, ça va les aider, en fait, d'avoir... Et je pense que Yam sera la meilleure personne pour en parler parce que les pays de CFA ont beaucoup subi des politiques financières qui n'étaient pas forcément les leurs, qui a été imposées par des systèmes vraiment anciens, vraiment antiques. Et le Bitcoin, en fait, c'était le seul moyen, c'est effectivement le seul moyen pour qu'ils puissent pas forcément s'en échapper, mais trouver une alternative, au moins essayer. Okay? Donc, si au moins ils essayent d'aller dans le mouvement Bitcoin, bah, ça pourrait pas être pire. C'est ça le truc, c'est que ça peut pas être pire que ça. Si c'est pire que ça, le pays n'existerait plus. Il y a une asymétrie dans le risque en fait. C'est-à-dire Exactement. que s'ils essayent et que ça rate, bah, ce sera pas pire qu'aujourd'hui. Exactement. Mais si ça réussit, c'est jackpot quoi. Exactement. Donc ils ont tout intérêt à prendre le risque. Et encore une fois, étant donné que c'est une monnaie déflationnaire et une monnaie qui valorise le temps sur probablement pas un grand long terme, mais sur le long terme, ça va changer les vies des gens ici. Et parle-nous justement, parce que on a rencontré beaucoup de gens, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en RCA, la place de la femme est particulière. Oui. Et tu as pu échanger justement avec elle. Oui. Et c'est pas pour faire cliché, genre on va parler des femmes, j'ai invité une femme. Mais déjà, déjà, je trouvais que ça faisait macho de demander à des mecs ce qu'ils pensent, comment les femmes pensent. Ça, de base, c'était mal parti. Et puis surtout, il y a ce que je ressens, et tu me diras, c'est que globalement, les femmes ne parlent pas aux hommes comme elles se parlent entre elles. Non. Il y a une barrière, c'est pas la peine de leur dire alors comment ça se passe les femmes, vous avez besoin de quoi de rien. Tu vois, il y a une barrière quoi qu'on en dise, c'est pas une blague quoi. Donc raconte-nous de l'autre côté du mur. Apparemment, ce que j'ai cru comprendre, c'est que ici les personnes qui contrôlent le patrimoine, c'est les femmes. Donc, contrairement à ce qu'on peut croire que c'est le statut de la femme qui est chez elle, qui fait pas grand-chose, c'est pas vrai. C'est elle qui gère tout le patrimoine de la maison. Ça veut dire qu'elles sont en contrôle des finances de la maison. Donc, ce qui m'a étonnée, en fait, j'étais pleasantly surprised, je dirais, hier, quand surprise. on a fait... Ouais. Mais pas surprise du genre choquée, mais c'était une bonne chose, agréablement surprise que il y avait beaucoup de femmes hier à notre workshop qui voulaient vraiment comprendre comment ça fonctionne. Et explique ce qu'on a fait hier à l'atelier. Ouais, donc on a fait un atelier hier d'introduction du Bitcoin. Donc on a présenté ce que c'est, ce que ça représente, comment ça fonctionne, etc. Et à la fin de l'atelier, on a encouragé tout le monde à télécharger une application, un portefeuille Lightning. Et on leur a envoyé une petite somme d'argent pour qu'ils puissent échanger entre eux du Bitcoin, pour qu'ils comprennent pratiquement comment ça fonctionne, encore une fois. Et les femmes étaient super intéressées par le sujet. Beaucoup d'entre elles qui étaient présentes hier étaient des entrepreneurs elles-mêmes. Et elles avaient des questions super pointues sur l'approvisionnement, sur la chaîne de valeur, comment je paye telle personne et telle personne. Donc, elles ont une place super importante dans la société ici. Et selon ce que j'ai cru comprendre, c'est que pour que l'adoption du Bitcoin soit un succès ici, il faut passer par les femmes. C'est le message que j'ai reçu probablement 5 fois en 2 jours. Il faut passer par les femmes si vous voulez que l'adoption du Bitcoin soit un succès. C'est parce qu'elles qui achètent, c'est elles qui contrôlent le patrimoine, etc.
elles étaient, je dirais, assez... les questions qu'elles posaient étaient très, très pratiques. Très, très pratiques. Comment ça marche? Comment ça marche, exactement. Et si je fais ça, et si je fais ci, et si je perds mon téléphone, qu'est-ce qui se passe? Puis, elles voulaient vraiment savoir, pas par step by step, comment gérer l'argent une fois qu'il est en Bitcoin. Puis, à un moment, il y en a une qui me posait la question, genre, et c'est venu d'elle, comment je fais si mon argent atteint une grande somme et je ne veux pas le garder sur mon téléphone? Est-ce qu'il y a un autre moyen de le garder? J'étais quand même assez surprise. Puis elle avait assimilé un peu le concept du cold storage dont on a parlé pendant la présentation. Du cold storage. Donc du stockage à froid. De la ledger, quoi. Ouais. Elle avait assimilé un peu, puis elle voulait en savoir plus, puis comprendre comment ça fonctionne, puis si j'avais des recommandations de signing device que je pourrais recommander. Donc c'est ça. Mais je pense que c'est le message qu'on nous donne de passer par la femme. Il faut le prendre en compte, puis essayer de voir, peut-être revenir une deuxième fois pour mieux comprendre comment effectivement le faire. Puis est-ce qu'il y a des associations de femmes ici? Est-ce qu'il y a des... puis il y a des représentants de ministres dans le ministère qui sont des représentants pour la femme, pour la voix de la femme. Donc c'est important. D'autant que je pense vraiment que si c'est Sébastien ou moi ou Nicolas qui y allons, ça va vraiment pas passer. Mais dans le sens où j'ai vraiment l'impression, moi, toutes les femmes avec qui je parle, c'est ah oui, ok. Enfin, c'est très. Il y a vraiment une distance en fait. Ouais. C'est pas. Et pour autant, quand on demande, parce qu'on est sortis, on a fait copain avec des gens qui travaillent là, des gens normaux, quoi, qui gagnent le salaire minimum, médian. Et ils nous disaient, ah non, ma femme, attention, il y a des chocottes. Ouais. Donc, tu vois, c'est vraiment. Il y a vraiment quelque chose à pas rater sur comment s'adresser, quoi. Ouais, si on y va avec nos gros sabots de mâle blanc, pour la peine, on va pas communiquer bien, quoi. On va rater les choses. On risque d'entendre des oui, et puis. Ouais. Donc, c'est spécifique quand même. Oui, mais je veux dire, c'est... Quand ça concerne l'argent, je pense qu'elles s'en foutent un peu si c'est un homme ou une femme qui les explique les choses. Je pense que ce qui les intéresse, c'est vraiment juste de comprendre comment ça fonctionne. Elles n'étaient pas forcément à la présentation parce qu'elles s'attendaient qu'il y ait une femme qui présente, qu'il y ait une femme présente tout court. Parce que, de un, mon prénom en Afrique, c'est un nom d'homme. Ah bon? Ouais. Donc, à moins qu'ils ont eu accès à ma photo avant, je pense qu'ils n'auraient pas su que j'étais forcément une femme s'ils avaient eu mon nom avant. Donc, je pense que la réaction que j'ai eue hier, ou le sentiment que j'ai eu d'elle hier, et encore une fois, j'en ai pas rencontré beaucoup, mais les quelques femmes que j'ai rencontrées, je pense ça les dérange pas que ce soit un homme qui leur explique ce genre de trucs-là, tant qu'elles comprennent. Donc, elles ont un sens de curiosité assez élevé, puis tant que ça concerne l'argent, elles veulent juste comprendre de la meilleure manière, peu importe qui explique. C'est sûr qu'après, en privé, il y a des choses qu'elles vont admettre de ne pas avoir compris, mais ça, c'est juste de l'interpersonnel, quoi. C'est plus... oui, donc... elles vont peut-être amener des exemples un peu plus précis sur leur vie du quotidien qu'elles pensent que les hommes ne vont pas forcément comprendre. Et oui, effectivement, des hommes blancs ne vont pas forcément comprendre. Mais je pense qu'elles ont juste envie de comprendre. Peu importe l'information vient d'où. Comment tu peux expliquer de l'autre côté à des Occidentaux en quel problème Bitcoin règle dans la vie des gens, mais parce que nous, sur la chaîne, on parle souvent de croissance inflationniste, de théorie monétaire, la compétition des monnaies de Hayek, etc. C'est super intéressant, moi j'adore ça. Hein. Ouais. Mais là, on n'est pas à ce stade. Là, quand on arrive là, tu vas me dire ce que t'en penses, mais moi je sens un peu une pression
du genre, voilà, c'est des enfants qui transportent des marchandises dans la rue à 5 ans. C'est des routes en état lamentable. Il y a des vrais problèmes. Et on te dit, alors, il paraît que tu as des solutions. Il a été là, oui, bien sûr, bien sûr. Et au-delà de la blague, on se dit, putain, là, faut pas déconner, quoi. On n'est pas sur... on nous attend sur des choses, sur du sérieux, quoi. C'est sûr que c'est... Je sais pas pour toi, mais pour moi, c'est assez émotionnel. J'ai senti la pression aussi. C'est plus un sens de responsabilité que il faut que ça marche. Et surtout en marchant dans la rue, là, il faut absolument que ça marche. Et ce que je veux dire, pas il faut que ça marche. Je sais que le Bitcoin va marcher. Je sais que ça va fonctionner. Ça va améliorer beaucoup de choses ici, concrètement. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut éviter les shitcoins, il faut éviter les scams, il faut vraiment essayer du mieux qu'on peut de garder ce projet-là concentré sur le Bitcoin. Alors ici, qu'est-ce que ça règle comme problème Bitcoin, concrètement? Concrètement, c'est... Encore une fois, ils ont beaucoup de problèmes Les gens, ils ne se sont pas dirigés vers des trucs comme le mobile money ou Orange Money. Explique le mobile money parce que là, on ne connaissait pas il y a 3 semaines. Nous, J'en ai déjà entendu parler, j'ai écouté un TED Talk sur ça. Mais le mobile money, en fait, c'est quelque chose qui a été adopté bottom-up, donc de manière très spontanée, où les gens... En Afrique, du terrain, exactement. Les gens en Afrique ont commencé à s'échanger du crédit mobile entre eux en forme de monnaie. Donc, en effet, dans les faits, ils sont beaucoup plus en avance que nous. Des minutes de téléphone, en fait. Exactement, c'est des minutes de téléphone qui s'échangeaient au lieu de se payer en cash parce que souvent, il n'y a pas assez d'argent en circulation ou ils n'ont pas l'argent liquide sur eux. Donc, ils s'envoient des minutes de téléphone et d'un coup, les compagnies de télécommunications ont pris note et c'est devenu quelque chose d'officiel qu'ils offrent à travers l'Afrique où les gens peuvent s'arrêter au coin de la rue avec un monsieur avec un petit kiosque en carton puis ils s'achètent du mobile money. Et donc, ça n'existe pas au Salvador? Non, ça n'existe pas au Salvador. Exactement. Au Salvador, c'est juste du cash. C'est juste du cash. À 99%, mais c'est principalement ça. Donc, eux, ils savent un peu, ils sont plus familiers avec le concept de monnaie digitale à cause du mobile money. Maintenant, ce que le Bitcoin offre, c'est une monnaie, bien sûr, décentralisée, déflationniste, etc. Donc, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va aider? Je pense que ça va, encore une fois, ça va donner le moyen aux gens de réfléchir plus loin, de réfléchir au futur et de commencer à bâtir leur propre futur par eux-mêmes. Et je pense s'ils arrivent à survivre ici, c'est qu'ils ont le moyen de construire leur propre futur ici aussi. Et si on leur donne juste quelque chose, une monnaie qui est mieux que l'or, qu'ils peuvent utiliser entre eux, bah, ça va forcément changer les choses pour le mieux. Et ça va créer une économie, ça va créer de l'entrepreneuriat, puis encourager encore plus leur propre créativité. Donc en fait, cette mobile money, quelque part, ils ont déjà tous les réflexes d'utilisation d'un wallet. Ouais. Parce que en plus, c'est galère. Hein, c'est plus galère, c'est beaucoup plus compliqué qu'un wallet. C'est des codes avec des étoiles, des dièses, des machins. Et puis... Ils se rappellent de tous les codes, c'est impressionnant. Et comme, oui, 144, dièse, étoile, 55, machin, c'est comme, pour faire quoi? Ah, tu envoies $5. Quoi? Alors qu'ils ont des smartphones. Alors qu'ils ont des smartphones. Et on dit qu'il n'y a pas Internet ici. Et en fait, il y a une couverture qui est faible. On était à 10%, je crois, de la population. Ouais. Donc essentiellement Bangui, quoi. Ouais. Mais en réalité, le mobile money, ça marche parce que c'est sur le réseau téléphonique. Ouais. Et le réseau téléphonique, là, on est plus sur du 80 ou 70%, je crois, en couverture. C'est ça? Enfin, ça te parle? Ouais. Et du coup, nous, comme des couillons, voir Nour et Nicolas, on dit alors, ça marche Bitcoin sur le réseau téléphonique? Parce qu'en fait, tu te dis, l'infra, elle est là. Ouais. Alors, ça marche? Tu sais, en fait, on se dit, Bitcoin, c'est un outil malléable. Oui. Et c'est un outil programmable. Donc on se dit, attends, il y a de l'information qui passe dans l'air entre deux poteaux. Donc ça doit... Ouais, écoute, on est en train de voir. Je sais pas, honnêtement, je sais pas encore si ça va forcément
fonctionner, mais c'est à voir, quoi. C'est à voir si on peut le faire de la même manière que Orange Money, que Mobile Money. Ouais. On peut toujours envoyer de l'argent offline. T'as pas besoin d'Internet pour envoyer de l'argent. Ou explique là. C'est que la personne qui envoie, en ce moment, avec Bitcoin Beach, par exemple, à Isanté, c'est juste la personne qui envoie qui a besoin de connexion Internet. La personne qui reçoit n'a pas besoin de connexion Internet. Ah oui, parce que c'est stocké sur l'adresse publique et du coup... Exactement. Ouais. Et ça, c'est la moitié de la solution. Il faut que ça soit possible dans les deux sens. Et je ne sais pas si c'est... on n'a pas encore la solution. On ne sait pas si on peut faire passer des instructions blockchain, pour faire simple, sur un réseau GSM. Peut-être. C'est possible. Peut-être. C'est peut-être possible. Ouais, c'est peut-être possible. Et il n'y a pas un ministre qui vous a demandé crache le wallet, quoi. Puisque vous savez faire les wallets. Oui. Moi, j'appelle ça les sorciers, en fait, les développeurs sur la blockchain, parce que on leur demande des choses sur Bitcoin, et puis hop, ils tapent ça sur l'ordi, et puis après, ça marche. Est-ce que, en fait, Bitcoin, c'est cette force aussi de dire, quand il y a un besoin, des développeurs s'en chargent, et elles viennent avec des solutions. Ouais. Et là, du coup, on se dit, oh bah tiens, chez Galoy, ils savent faire. Ouais, bah, il va falloir qu'on revienne à des heures de travail normales pour qu'on en parle à l'équipe et pour voir qu'est-ce qu'ils proposent. Parce qu'on est assez... on est un organisme assez décentralisé, assez démocratique, je dirais. Puis Nicolas est une personne qui écoute beaucoup de tout le monde. Donc, je pense qu'il attend que ça de revenir se connecter avec tous les ingénieurs de l'équipe pour voir qu'est-ce qui pourrait être faisable techniquement dans un environnement comme ça. Parce qu'il y a 3 millions de téléphones portables. Ouais, mais c'est ça, le truc, c'est que t'es pas obligé de commencer partout non plus. On peut commencer petit à petit avec la population qui ont déjà Internet, commencer à les familiariser avec ce concept-là, avec Bitcoin, etc. Puis, entre-temps, essayer de voir s'il y a d'autres solutions, mais on peut essayer de ne pas attendre jusqu'à ce qu'il y ait la solution parfaite qui existe pour déployer la solution, etc. On peut commencer à déployer la solution tout de suite avec les moyens que nous, on a et que eux ils ont. Et par la suite, essayer d'améliorer les choses des deux bords. Et qui sait, peut-être qu'au bout de quelques mois, on se rendra compte que finalement, ah non, on n'en a pas besoin parce qu'en effet, il y a beaucoup plus de monde qui ont des téléphones mobiles qu'on pensait. Ou je ne sais pas si... C'est sûr que la couverture Internet, ça reste quand même un problème. Mais j'aime bien l'expression du ministre Alfred. On apprend à marcher en marchant. Alfred Tenga Poloko. C'est ça. J'évite de dire son nom de famille parce que je veux pas le massacrer, mais on apprend à marcher en marchant. Donc il faut se lancer, puis au fur et à mesure, on va apprendre comment les gens l'utilisent, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'eux ils veulent. Et mon peuple périt faute de connaissances. Ah ouais, j'adore cette expression. C'est stylé, hein. Elle est magique, celle-là. C'est le seul moment où tout le monde dans la salle, à chaque fois qu'il le dit, tout le monde réagit. Tout le monde est tout à fait d'accord avec cette expression. J'adore cette expression parce qu'en fait, Bitcoin, par définition, c'est de l'information qui circule. Exactement. Donc c'est de la connaissance. Ouais. Et c'est pour ça que du coup, ça tape dans le mille, quoi. Ouais, mais à chaque fois qu'il dit ça, je suis comme, mais ce gars-là, c'est un Bitcoiner. Il a trouvé l'expression parfaite dans la Bible. Jésus, le premier Bitcoiner du pays. Exactement. Yeah, exactly. On a rencontré le président tous ensemble. Oui. Faustin Archange Touadéra. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'était un peu Quel moment. Quel moment. Qu'est-ce que t'en as pensé? Comment tu l'as vécu? De un, les gars, la prochaine fois, vous prenez des cravates, hein? Ouais. Bon, allez, pour la petite histoire, en fait, on n'avait pas de cravate parce que le Bitcoiner, il est pas très cravate. Non. Et certains n'avaient même pas de chemise. Non. Et du coup, on s'est retrouvés à prendre un taxi pour aller dans une boutique où on s'est fait défoncer par la vendeuse. On était 4, je vous mettrai une photo, pour acheter des vestes hors de prix à l'arrache. Mais on avait tous des cravates. Alors quand vous dites sur Twitter qu'on est mal sapé ou je sais pas quoi, c'est pas faux. C'est pas faux. Et moi, je les ai vus en vrai, et je vous assure, c'est vrai.
Mais bon. Qu'est-ce que j'en ai Et tiré? on s'excuse auprès de la dame du protocole qui est devenue blanche. Quand elle nous a vu revenir, vous étiez où? On était en centre-ville en train de... Parce qu'en Centrafrique, vous vous baladez pas tout seul, quoi. On a interdiction d'aller se Surtout promener, quand t'as la chef de protocole avec toi, tu suis ce que la chef de protocole te dit. Ouais, on en plaisante, mais rien que ce matin, il y a eu 20 morts dans les rues, dans la capitale, juste à côté. Ouais. Parce que il y a quand même un climat de tension, on va dire. Parce que je sais pas si c'est de la guerre civile, du rebelle, j'en sais rien. C'est pas mon sujet. Ouais. Mais voilà, il y a quand même des gens qui se tirent dessus à l'arme de guerre. Donc c'est vrai que les gens qui nous ont reçus ont pris énormément soin de nous. Ah ouais. Et puis les petits blancs qui font les couillons parce qu'ils ont oublié leur cravate, eux ça les fait pas marrer, quoi. Ouais, parce que s'il nous arrive quelque chose, c'est leur responsabilité aussi. Ouais. Bah oui. Non, ils nous ont super bien accueillis. Puis justement, en parlant de super bien accueillis, le président nous a accueillis le premier jour de notre arrivée, ce qui est quand même assez impressionnant parce qu'il a pris le temps de nous rencontrer dans une journée assez chargée. 3 quarts d'heure, quoi. Ouais, quand même, ça fait beaucoup de temps. Puis on était là en train d'attendre pour rentrer à la rencontre pendant 2 heures, puis il y avait des gens qui rentraient l'un après l'autre. Donc je me demande comment il fait pour rester aussi alerte pour continuer ses rencontres. Mais ouais, il était 21h ou 22h, je crois. Ouais, déjà. Ouais. Il faisait tard, déjà. Et son message était incroyablement accueillant, incroyablement encourageant. C'était assez clair. Vous avez carte blanche pour faire ce que vous voulez. On est là pour écouter. Il nous a dit ça clairement, que lui, il veut nous écouter, il veut nos conseils. Puis il était super content de nous avoir chez eux. C'est sûr que c'est pas tous les jours qu'on rencontre un président chef d'État. Moi pas en tout cas, toi peut-être, non. Mais moi non, j'en ai toujours pas rencontré. J'ai rencontré des ministres, voilà. Mais là j'ai rencontré un chef d'État, j'ai rencontré un président qui est quand même une personne assez impressionnante lui-même. C'est un mathématicien, il a fait ses recherches en mathématiques, c'est un cryptographe, il comprend Bitcoin. C'est un bitcoiner. J'ai pas forcément eu le message que je suis bitcoiner, mais on sait qu'il comprend. On sait que... Et Yam me disait qu'il a fait des publications, ça fait quand même 36 ans qu'il est prof à la fac, donc il touche un peu. Ouais. Et donc mathématiques quantiques et cryptographie. C'est ça. Et en fait, Yam me disait qu'il avait publié des articles qui avait très probablement participé à la création de Bitcoin, puisqu'il y a 20 ans, il publiait déjà dans la cryptographie. Ouais. Donc j'imagine que les courbes elliptiques, les machins, les trucs là, tous les trucs de geek là, pour faire du Bitcoin, de sorcier, tous les trucs de sorcier, il a contribué à ça, quoi. Ouais. Et on dit, putain, on a un président devant nous qui en comprend plus que nous, quoi. Enfin, c'est cool parce que c'est complètement à l'opposé de Bukele. Bukele, c'est un jeune. On n'est pas très. C'est pas qu'on n'est pas surpris. On est quand même surpris qu'un État ait adopté Bitcoin, mais ça vient d'un jeune président innovateur qui a la pensée du futur, etc. Et je dis pas que président Touadéra n'est pas dynamique ni rien, mais c'est pas forcément le personnage c'est pas le même personnage que Bukele du tout. Mais il a du gravitas. Il est très, très présent, très calme. C'est une force vraiment, vraiment calme. Puis c'était vraiment, vraiment, vraiment cool de le rencontrer. C'est vraiment cool de le rencontrer. Et d'ailleurs, je sais pas comment tu l'as ressenti, mais son message pour moi, c'était j'ai mon idée. Ouais. Ne croyez pas que je sais où je vais. Mais moi, quand je lui ai demandé de l'interviewer, et puis il y en a 2 autres dans la délégation qui ont relancé, alors vous pouvez le redire là avec grand angle, comme ça on vous met en avant, on vous propulse, Twitter, millions d'abonnés, etc., etc. Et en fait, lui, son message, c'était non, parce que je vous parle à vous, et ensuite je veux que ce soit vous qui faisiez et portez mes propos, mais en vous les appropriant. Ouais. En gros, je vous laisse faire, vous êtes libre. À un moment, il l'a dit, vous êtes libre. Ouais.
Et c'est ouf. En fait, qu'un président vienne me dire que je suis libre en Centrafrique, je m'y attendais pas, tu vois. Non, non, et c'est ça ce qui est fou, en fait, c'est que, tu sais, t'entends que du négatif des politiciens africains, tout le temps. Tout le temps. C'est des corrompus, c'est ci, c'est ça. Et là, t'arrives dans un pays, tu rencontres les ministres, tu rencontres le président. Et c'est vraiment rien à voir avec ce qu'on te racontait. C'est un peu comme l'histoire du Salvador, un pays violent. Tu sors de l'aéroport, tu vas te faire massacrer, etc. Alors que c'est plus le cas depuis très longtemps. Et c'est vrai qu'il y a de la violence. Il y a de la violence, mais c'est pas... J'ai jamais vu autant de flingues au mètre carré qu'au Salvador, moi. Oui, mais aux États-Unis non plus. Mais pourtant, les États-Unis... armes de guerre, il n'y en a pas dans les rues, quand même. Les Kalachnikov aux États-Unis dans les rues. Là, c'est tous les... Tu les as vus au Salvador? T'as vu des Kalachnikov au Salvador? Bah, je sais pas si je connais pas la marque, mais le fusil était long comme ça, quoi. Donc, tu parles des Et les fusils à pompe? Ouais. C'est pas des petits jouets, quand même. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire, mais ça, c'est plus des agents de sécurité devant des immeubles. Ah, mais à Lyon, j'ai jamais vu ça, moi. Moi, j'en ai vu à Paris. À Paris, oui, bah oui. Mais pas autant. Les gendarmes, ils se baladent tout le temps avec des semi-électriques, des comment on appelle ça, des automatiques. Ah ouais. Ouais. Ah oui. Ah oui. Bah, il y a quand même l'indicateur politique de Nayib Mais Bukele, c'est différent. ce que tu mentionnes, c'est encore une fois, c'est différent de ce que je dis. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que l'image du Salvador, c'est pas des gendarmes en face des immeubles avec des armes. Non. L'image de Salvador avant qu'on y atterrisse, c'était un endroit violent. Donc, c'est pas... je parle pas du monsieur qui protège un immeuble. Je parle de jeunes, de gangs, de personnes qui se tuent dans la rue, etc. C'est pas la même chose. Alors que ça... Tu y as vécu au Salvador? Moi, ça fait 8 mois que je suis au Salvador. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, donc, tu te balades, Bah oui. Ouais. Je me suis jamais sentie autant en sécurité qu'au Salvador. Tu sais que je me suis fait voler 5 fois au Canada, Montréal, l'endroit le plus sécuritaire au monde, risque... Ouais, c'est ça. Alors, bref. Mais oui, non, Salvador, c'est tranquille. Je me sens moins en sécurité à New York que Salvador. C'est clair. C'est clair. Mais oui, encore une fois, pour revenir en Centrafrique, tu rencontres des personnes incroyablement intelligentes, incroyablement passionnées par leur pays. Ils veulent aider, pas seulement leur pays, mais par l'Afrique de manière générale. Ils veulent vraiment changer les choses, ils veulent vraiment améliorer et ils essayent du mieux qu'ils peuvent de trouver le moyen pour le faire. Et je veux dire, il n'y a pas un meilleur signal que le fait qu'ils ont adopté Bitcoin, qui est un outil de liberté. Et ils en sont conscients. C'est pas qu'ils ne le savent pas, ils savent très bien qu'ils donnent cet outil-là à leur peuple. Et c'est ça ce qui est beau dans tout ce qui se passe ici. C'est que c'est pas venu... l'adoption du Bitcoin ici en particulier n'est pas venue du peuple, mais c'est venu du gouvernement. Et c'est le gouvernement qui est en train de pousser le peuple à utiliser cet outil-là. Et ça, c'est vraiment cool. Ouais. Donc, quelles sont les prochaines actions, en fait, pour toi, avec le gouvernement Centrafrique, avec Galoy, bah là, il va falloir voir, quoi, si... Les pistes, on ne demande pas de signer. Nous, on aimerait bien les aider à développer leur wallet ici, Sango, ou on aimerait bien... Donc Sango, ça veut dire on est ensemble, je crois. C'est ça ce que ça veut dire? Moi, j'ai entendu dire que c'est la langue officielle ici. Oui. Mais le mot, je crois, c'est ensemble, ou on est ensemble, quelque chose qui revient souvent. Il me semble, à moins que je transforme, mais... Ah ouais? Et d'ailleurs, les gens en ville, souvent, ils disent on est ensemble quand on reste. C'est marrant. Le taxi, il dit tu nous lâches pas, hein, parce que nous, sinon, on est mort. Et il nous dit non, on est ensemble. Et c'est quelque chose qui revient. Et apparemment, Sango, ça a un lien avec ça, quoi. Ah, je savais pas. C'est cool. Mais je dis peut-être une bêtise, hein, donc je ouais, mais pas, moi, j'aime bien ton explication, je veux bien la prendre. Parce que ça aurait été aussi poétique si c'était le nom de la langue officielle, officielle du pays, mais
C'est ça notre objectif, c'est de voir comment on peut les aider à implémenter une instance de Galoy ici. Et comment ça se passe en fait pour créer un wallet? Ça prend 10 minutes, ça prend 5 ans? Non mais en fait, est-ce que c'est vraiment compliqué? Parce que quand on voit l'interface Bitcoin Beach, on se dit bon ça va, il y a 3 boutons, tu vois. Parce que le but c'est que ce soit simple. C'est pas de faire Windows quoi, tu vois. Ouais, tu vois, il y a des gens qui font de la magie. C'est pour ça, et comme je suis pas des magicien... potions magiques, comme des Gaulois, tu sais. Ça dépend, tu sais, par exemple, Bitcoin Jungle. L'autre application qu'on a, celle qui est utilisée au Costa Rica, ça, c'est une équipe complètement indépendante qui ont pris le code, parce que c'est open source. Ils ont pris le code, ils ont déployé leur propre wallet au Costa Rica. Puis apparemment, ça leur a pris 2 semaines. À combien? Ils étaient combien? Ils étaient 3. 3 Donc personnes. 2 semaines à 3. Ouais, 2 semaines. Donc tout seul, ça prend 1 mois et demi, quoi. À peu près, ouais, à peu près. Ouais. En repartant de base, quoi, from scratch. Ouais, on peut faire cette équivalence. Ouais. Donc c'est pas un gros développement, en fait. Ben non, parce que le code est disponible, il est déjà là, l'interface est là, il suffit juste de faire quelques manipulations, quelques changements, puis dépendamment de l'intégration que les clients veulent, s'ils veulent des additions, des changements, etc. Truc de fou, nous on n'a pas parlé, le stablecoin Bitcoin sur le dollar. Mais non, mais parce que il y a Nicolas qui m'avait tweeté ça dans le groupe de la délégation là sur Signal. Et je lui disais les gars, il faut un stablecoin avec Bitcoin parce que machin. Il me dit oui, on sait. Genre ah ouf. Et je dis et on prend quoi alors? Il me dit bah nous on sait faire du stablecoin sur Bitcoin. Et là on va en parler. Explique-nous, c'est quoi ce tour de magie encore? Ce tour de magie, c'est... Et hop du dollar. Du vrai faux dollar. En fait, c'est une banque, Bitcoin. Donc, il y a du Bitcoin dans la banque. Et s'il y a des gens qui veulent transférer du Bitcoin vers du dollar, au lieu de passer par une banque, ce qu'on fait en arrière, c'est tu crées une short position sur le Bitcoin. Une vente à découvert. Exactement, des ventes à découvert. Et ça te génère les dollars que tu vas utiliser comme stablecoin. Et ce qui est cool, en fait, c'est que ça peut se répliquer pour n'importe quelle monnaie. Donc là, tu as l'équivalent du dollar synthétique. Tu peux recréer du yuan synthétique, tu peux créer du n'importe quoi synthétique, et puis échanger entre n'importe qui, n'importe où dans le monde, avec la monnaie qu'ils ont, leur stablecoin équivalent de celui du fiat de leur pays. Mais tout se passe sur le Lightning. Donc, quand on s'envoie de l'argent l'un vers l'autre, c'est des sats qu'on s'envoie. Mais sauf que quand on reçoit, si je décide que je vais recevoir l'équivalent du USD, ça va être du USD que je vais recevoir. Donc, voilà. Donc, en fait, pour bien comprendre, c'est du Bitcoin. Oui. Mais dont la valeur est fixée par des opérations de marché. Exactement. Donc, des produits dérivés. Exactement. Pour que ça réplique la valeur d'un truc. Exactement. Ça peut être le prix de la patate, d'un ticket de loto, du dollar, de la voiture d'occasion, ce qu'on veut, quoi. Et là, on en discutait, et ça, ce qui est fou, c'est que le franc CFA, c'est étalonné sur l'euro. C'est peg à l'euro. C'est accroché à l'euro. Et en fait, on se disait, je sais plus si c'était avec toi ou avec Nicolas, et on se disait, si jamais on fait du CFA synthétique, du CFA Bitcoin synthétique, et que on va répliquer l'euro. Parce que l'euro, c'est le plus facile. Il y a des paires Bitcoin euro facilement. Ouais. Donc si le franc CFA pète, eh ben, le stablecoin CFA, il reste. C'est vrai en plus. C'est ouf. C'est vrai en plus, ouais. C'est vrai. Bah oui, ouais. Bah oui, parce que t'as une réserve, c'est un stablecoin, puis le franc CFA qui est en circulation, c'est du fiat, quoi. Ouais, c'est malade. J'y ai pas pensé. Ouais. Tu t'es couvert même du risque d'explosion de la monnaie. Ouais. Si le franc CFA explose, t'as toujours du franc CFA. Ouais. C'est magique. La magie des ingénieurs. Ouais. Donc en fait, c'est marrant parce que le CFA, enfin la Centrafrique, c'est vraiment le pays où on rit et on pleure. C'est... Quand tu te promènes, tu vois vraiment des choses qui t'accrochent.
mais les gens ont une force et une joie. Ouais. Et tu te dis, mais on est où là? Enfin, c'est la misère, mais ils ont tellement de force. Enfin, je sais pas comment tu. Ouais, non, mais. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a une force de créativité ici incroyable, parce que c'est quand même fou de pouvoir vivre et survivre dans des conditions comme ça et quand même avoir la joie de vivre et de nous accueillir de la manière dont ils l'ont fait. C'est... Ouais, j'ai vraiment pas de mots. C'est juste marcher dans la rue, je veux dire, j'ai cru en avoir vu de la misère, mais c'est pas comme ça. C'est vraiment pas comme ça. Et c'est pas juste. C'est fucking pas juste, parce que encore une fois, c'est un pays avec beaucoup de ressources. Beaucoup de ressources. Ces gens-là, ils ont les moyens, ils ont la capacité, ils ont l'intelligence pour sortir eux-mêmes de ce qu'ils ont, de leurs circonstances. Et on veut juste leur donner la chance de le faire, quoi. Ouais. Donc maintenant qu'on a pleuré, on va rire. Pourquoi tu me poses des questions comme ça, toi? Ce que je veux montrer, en fait, et ce que je veux faire ressentir, c'est que on a beaucoup de critiques sur Bitcoin en France, où on a des discussions de bourges, de riches, de gosses de riches, oui, en disant oui, ça baisse, ça monte, vous vous rendez compte, l'épargnant, il a perdu 10 balles, machin. Et je dis pas que c'est pas des vrais problèmes. Mais là, en fait, avec les vidéos que je fais, j'ai vraiment envie de montrer que on est sur du concret et du vrai. Il y a des gens qui nous attendent. Il y a des gens, je disais, il y a eu 20 morts aujourd'hui avec des problèmes politiques. Et les problèmes politiques, l'instabilité monétaire, elle n'est pas innocente à ça. Et en fait, on se dit, putain, on a un truc un jouet de geek un peu quelque part. Enfin, nous, on le voit un peu comme ça. Et là, on nous demande de traiter ce genre de problème. Ouais. Mais c'est ouf. On peut pas dire que ça sert à rien, quoi. Non, on peut pas. On peut surtout pas dire ça. Et puis c'est vraiment si ça fonctionne ici, ça va fonctionner partout. And if Bitcoin fixes this, it'll fix everything. On n'arrête pas de dire ça sur Twitter, que Bitcoin fixes this, Bitcoin fixes this. Et là, on a des gens qui littéralement nous attendent. Ils nous attendent pour Ils nous demandent pas de l'argent. Ils nous demandent du conseil, ils nous demandent de les aider à trouver les meilleurs outils pour leur implémentation. Ils sont pas en train de nous tendre la main juste pour leur donner de l'argent. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment d'outiller leur peuple. Et ça, c'est vraiment beau. Et je pense que je suis convaincue, après ce voyage, que dans quelques années, on va plus reconnaître ce pays. Nous qui sommes ici, puis j'espère les autres bitcoiners vont venir aussi, qui vont venir bientôt, ils vont voir la transformation, ça va être incroyable. Ouais. J'en reviens pas. En fait, j'en reviens pas que je suis ici, j'en reviens pas que ça se peut qu'on puisse travailler avec eux puis les aider. Ça va être... Ouais. Et c'est pour ça qu'avec avec David, notamment pour nous, c'était très important de sortir hier soir, bien qu'on n'avait pas le droit, bien que c'était risqué. Ouais. Parce qu'en fait, on a tous conscience dans cette délégation qu'on est dans une tour d'ivoire quelque part, dans cet hôtel Palace, au Ledger, je veux dire, on a la lumière. Ouais. Moi, je fais marcher des spots, là, il y a peut-être, je sais pas, 200 watts. Ah ouais. Enfin, je veux dire, voilà. Et on voulait vraiment voir avec David et filmer quelques images et discuter pour dire, on part de là, les gars. Les problèmes, c'est ça. Donc, venez pas nous dire que Bitcoin, c'est de la merde ou que c'est un jouet, quoi. Et j'espère effectivement que dans 5 ans, quand on sera là et qu'on repassera dans Bangui, eh ben, on verra des routes, on verra moins de poussière. Quand je suis rentré hier soir, je me disais, qu'est-ce que j'ai dans la bouche? Et en fait, j'avais de la poussière dans la bouche. Parce que les routes sont des routes en terre et toutes les voitures qui roulent, il y a de la poussière ambiante, quoi. Ouais. Enfin, ouais, ce genre de choses, c'est pas admissible, en fait. Non. Donc, dans 5 ans. Dans 5 ans. Bon, j'espère qu'on se retrouve ici, dans l'hôtel, dans 5 ans, puis on refait l'entrevue, puis c'est... j'espère, non, on va... C'est ça la magie du Bitcoin, en fait, c'est que c'est une communauté assez solidaire. Et je pense que on aura
si on a un message à passer, oui, il faut être méfiant, mais pas des gens qui sont en train d'implémenter ici. Ils veulent vraiment aider leur pays. Monsieur le ministre Daniel, Alfred... Daniel Coquendo, Alfred Tenga Poloko. Voilà, donc c'est tous les membres du CES. C'est ça, tous les membres de CES, tous les ministres, les députés, les directeurs qu'on a rencontrés ici, ils ont des bonnes intentions, ils veulent comprendre, ils veulent savoir comment Bitcoin fonctionne, et ils veulent aider leur peuple. Et nous, on est juste là pour les outiller à le faire. Et j'espère qu'ils nous donneront la chance de pouvoir les outiller à le faire. C'est tout ce qu'on veut. Et c'est ça, Bitcoin, Bitcoin, c'est ça. Merci beaucoup, Nord. Merci à toi. On se lève tôt demain, je vais te relâcher. Parce qu'en fait, je l'ai prise à 10h du soir. En disant, je savais même pas. On va le faire parce que voilà, il faut, on est là pour ça, on n'est pas là pour glander. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, merci. Merci tout le monde. Si vous aimez ces vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Et pour recevoir le guide crypto de A à Z, inscrivez-vous ici. On vous explique tout pour les débutants comme pour les confirmés.